Le pic d'inflation devrait être probablement atteint d'ici juin en zone euro, nous a dit il y a quelques jours le gouverneur de la Banque de France, François Huriot-Gallo. Et si, tiens, une troisième vague d'inflation était désormais à l'œuvre? Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. S'il y a trois vagues, c'est qu'il y en a. S'il y a une troisième vague, c'est qu'il y en a deux qui la précèdent. Les deux premières vagues, on les connaît, on peut en reparler, refaire un point là-dessus. C'est la vague d'inflation liée à la fois au Covid et aux matières premières. Oui, Il faut rembobiner un petit peu. On rembobine parce que ça fait 2 ans maintenant qu'on parle du pic d'inflation. Vous avez cité François Villeroy-de-Galhau, le gouverneur de la Banque de France, qui dit mouillé, ça va être tout bientôt, mais ça fait 2 ans maintenant. Si vous regardez, c'est depuis mars 2021 qu'on parle du pic d'inflation. Il n'est toujours pas survenu. Pourquoi ? Parce que il y a plusieurs vagues qui déferlent les unes sur les autres et donc qui amènent le niveau des prix à chaque fois à un niveau très élevé. La première, ça a évidemment été la pagaille du Covid. Les Covid, on ferme les frontières, on ferme les usines, donc les produits ne sont pas. Alors d'abord les usines arrêtent de produire, ensuite quand ça repart pas au bon endroit, il y a des porte-conteneurs qui sont pas là où il faudrait être, quand il y a les porte-conteneurs qui sont là, il n'y a pas les conteneurs, quand il y a les conteneurs ils sont pleins alors qu'ils devraient être vides ou vice-versa. Une immense pagaille qui crée des goulots d'étranglement. Les goulots d'étranglement, comment ça se règle ? Soit vous avez une économie planifiée, vous avez quelqu'un au-dessus qui décide, c'est lui qui va avoir le produit et pas l'autre. Et sinon, dans une économie de marché, ça se règle par des hausses de prix, c'est le plus offrant qui l'emporte. C'est ce qui s'est passé notamment au moment du déconfinement. Voilà, après les confinements, quand l'économie est repartie, c'est reporté en ordre complètement dispersé. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu des goulots d'étranglement et des hausses de prix qui ont été provoquées par le fait que c'était celui qui était prêt à payer le plus cher qui l'emportait. On était vraiment sur un marché où c'est la demande qui a déterminé. Donc l'inflation liée à la pagaille. Voilà, l'inflation de la pagaille. Ça a été le premier temps. Et puis le deuxième temps, ça a été lié en partie à ça, mais pas uniquement. C'est ce qui s'est passé sur les matières premières, à commencer par l'énergie. Avant la guerre en Ukraine. Avant la guerre en Ukraine, puisque si vous regardez la contribution positive de l'énergie à la hausse des prix en France, par exemple, c'est pratiquement 1 an avant le début de la guerre en Ukraine. Donc ça vient et de la désorganisation des circuits du pétrole. Il y a aussi eu un coup d'accordéon absolument redoutable sur le prix du pétrole. Vous vous souvenez, en avril 2020, on a même eu un prix négatif du pétrole, et ce n'était pas moins 0, quelque chose. C'était pratiquement moins $40 le baril de pétrole à livrer aux États-Unis le mois suivant. Et donc, on a eu là aussi un marché qui a été très, très désorganisé. Derrière, on a aussi une cause structurelle, c'est que depuis le milieu des années 2010, on a investi beaucoup moins dans la recherche et l'exploration de pétrole. C'est tout à fait substantiel. La baisse a été d'un tiers par rapport à ce qui se faisait avant. Et donc, quand on cherche moins de pétrole, les années suivantes, on en trouve moins. On en a moins tiré hors du sol. Et donc, ça a ajouté aux tensions induites par la pagaille. Et puis évidemment, il y a eu la guerre en Ukraine qui a complètement fait exploser le problème, mais le problème était déjà bien existant auparavant. Je vous rappelle quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais avant le 24 février 2022, la Russie était le premier exportateur mondial de pétrole. Ouais. Et donc, avec égalité avec l'Arabie Saoudite. Non, elle était avec les États-Unis. Elle était devant. Exportateur, je ne parle pas producteur, je parle exportateur. Oui, mais ce qui détermine le prix sur le marché mondial, c'est les exportations, c'est les échanges. Et donc, la Russie était de loin le premier exportateur mondial, bien devant l'Arabie Saoudite. Donc, on avait déjà un marché qui était très tendu avant, et le marché est devenu encore plus tendu. Il s'est passé un peu la même chose de manière décalée sur l'alimentaire, avec d'abord l'impact de la guerre. Je rappelle, là aussi, si vous prenez cette fois-ci Russie plus Ukraine, avant le 24 février 2022, c'était le tiers des exportations mondiales de blé. Donc quand vous donnez un énorme coup de pied dans cette fourmilière, ça change complètement la donne. Et donc, il y a aussi eu d'autres facteurs qui ont aggravé la crise des prix alimentaires. On a eu des facteurs saisonniers, on a eu
On a eu de la sécheresse, on a eu sur les marchés de l'élevage aussi, on a eu une grippe aviaire qui a été assez redoutable. Enfin, on a eu toute une série de facteurs qui ont fait aussi monter les prix alimentaires. Donc la première vague, la vague de la pagaille, la deuxième vague... C'est calmé, la vague de la pagaille s'est calmée. On a retrouvé le prix du fret a baissé. Voilà, ça s'est calmé, pas encore complètement. Si vous regardez le prix du fret, il est très inférieur à ce qu'il était il y a 18 mois. Mais il est très supérieur à ce qu'il était il y a 3 ans, donc, mais ça s'est calmé. Sur les produits sur les prix énergétiques, ça s'est calmé aussi depuis l'été dernier. Ça s'est calmé aussi. Et puis les prix alimentaires, ça se calme aussi, même si... pas vraiment, ça pour le coup, sur l'alimentaire. En France, pas vraiment dans les supermarchés. Dans les supermarchés, en ce moment, ça augmente très très fort. Mais si vous regardez ça, c'est la conséquence de ce qui s'est passé il y a 6 mois, 12 mois, voire parfois 18 mois. Donc on a ce qui se passe dans les supermarchés aujourd'hui, c'est la conséquence de ce qui s'est passé sur les marchés de matières premières, marchés alimentaires, mais aussi les marchés énergétiques, parce que pour faire de l'agriculture, il faut beaucoup, beaucoup d'énergie. Et donc, c'est ce qui s'est passé, c'est la répercussion de ce qui s'est passé il y a 1 an. Et donc ça devrait se calmer, sauf nouvelle catastrophe, mais ça devrait se calmer. Enfin, ces deux vagues nous font déjà une inflation en zone euro qui est de 8% et de 6% ou 7% en France. Ça dépend quel indice on regarde. Après, il y a une troisième vague, selon vous, qui déferle maintenant. C'est l'inflation des revenus, c'est-à-dire d'habitude, on parle de l'inflation des salaires. Ouais. On dit voilà, quand il y a c'est d'ailleurs la définition même de l'inflation. L'inflation, c'est une hausse généralisée auto-entretenue des prix et des salaires. Et donc les salaires augmentent aussi. Et puis pour garder leur marge, l'entreprise augmente leur prix, mais les salariés perdent du pouvoir d'achat, donc ils ont une augmentation. Et la boucle est ça, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est la définition classique de l'inflation. Seulement là, on n'a pas que les salaires. On a déjà les salaires. On a les salaires. Déjà, on a les salaires. Pardon, c'est une bonne chose. Évidemment, s'il y avait zéro augmentation des salaires, on aurait une chute de la demande qui serait absolument redoutable pour tout le monde, et personne ne veut d'une chute forte de la demande. Donc on a des augmentations de salaires, augmentations de salaires qui, pour l'instant, sauf dans quelques cas très particuliers comme la restauration, sont inférieures à la hausse des prix. Et ça, c'est quelque chose qui est assez différent de ce qui s'est passé lors du choc pétrolier des années 1970, où on a vu en fait certaines années des hausses de salaires qui avaient été supérieures à la hausse des prix. Et donc qui avaient là déclenché un mécanisme auto-entretenu. Là, on n'a pas du tout ça du moins pour l'instant, mais on n'a pas du tout ça. Et les salariés aujourd'hui sont dans la rue contre les retraites et pas pour l'augmentation des salaires. On peut même se demander si l'un ne joue pas contre l'autre, alors qu'on aurait pu imaginer une agglomération des revendications. Non, on a vraiment l'impression que les gens sont mobilisés sur la retraite, mais du coup beaucoup moins sur les salaires. Donc inflation, troisième vague, l'inflation des revenus. Dans le revenu, il y a le salaire, mais il y a aussi les profits. Mais ça veut dire quoi, ça, inflation des profits? Ça veut dire que, c'est simple, vous prenez un industriel, il a son gazole qui a augmenté, sa note d'électricité qui a explosé, sa note de métaux qui a été multipliée par 2. Voilà. Et donc, ça représente, 20% de ces consommations intermédiaires, ce qu'on appelle en comptabilité nationale. Ces consommations intermédiaires représentent 20% de son prix, ça a doublé, donc 20% ça fait 40%, il devrait augmenter ses prix de 20% à la louche. Pour conserver sa marge. Pour conserver sa marge. Il dit, allez, vous vous souvenez de la pub la pub Balzen, où il y avait Monsieur Plus qui donnait un petit coup de pouce pour qu'il y ait plus de chocolat, plus de cacahuètes dans les confiseries. Là, l'industrie, il se dit, plus 20%, je vais mettre plus 25% de façon... Ces produits vont peut-être encore augmenter, donc je me prends une petite marge de sécurité. Et cette marge de sécurité, elle peut devenir, en particulier quand les prix des matières premières se retournent, pas de la marge tout court. Donc c'est un peu abusif quand même, ça. On profite de la situation, on profite de la situation en se disant, tiens, j'augmente plus mes prix que mes coûts. Dans une économie de marché, c'est le prix est ce qui équilibre l'offre et la demande. Et donc, si les gens sont prêts à payer plus cher, quand vous avez des prix qui augmentent très très peu, vous faites une augmentation 5% plus forte, les gens s'en rendent compte immédiatement et réagissent violemment. Quand vous avez une hausse de prix de 20%,
la différence entre 20 et 25%, Ouais. voilà, vous faites beaucoup moins le tri. Et donc, Donc il y a plein d'entreprises qui augmentent plus leur prix de vente que leur coût. Pour l'instant, c'est une hypothèse. Hein. Ah, c'est une hypothèse. Voilà, c'est une hypothèse. Mais d'où elle sort cette mais il y a un hypothèse certain nombre d'éléments qui permettent tout de même de se dire il faut regarder ça de plus près. Le premier point, c'est quelque chose dont vous parlez tous les jours ici, hein, c'est qu'on a tout de même des cours de bourse qui restent à un niveau extrêmement élevé alors qu'on a des hausses de taux d'intérêt qui montent. C'est peut-être que les investisseurs ils anticipent une profitabilité plus forte du fait qu'on a vu sur les publications de résultats. Voilà, du fait notamment des renchérissements des prix. Premier indice. Deuxième indice, ce qui se passe ce qui s'est passé dans les négociations sur les prix alimentaires. Hein. Vous avez suivi ça de près. Ouais. Il y a eu des négociations entre les distributeurs et les agro-industriels qui sont conclues la semaine dernière. Et donc le ministère des Finances a dit c'est très bien, mais on se revoit dans 3 mois. Pourquoi on se revoit dans 3 mois ? On se revoit dans 3 mois parce qu'il y a sans doute une présomption assez forte qu'un certain nombre d'industriels de l'agroalimentaire en ont profité justement pour donner le petit coup de coude. Comme dans la pub. Voilà, exactement. Et que ça explique une partie de la flambée hein, qui ne vient pas tant des distributeurs que de l'agro-industrie. Donc deuxième indice. Le troisième indice, c'est ce que raconte la BCE. Dans ces dernières minutes, hein, après son dernier conseil des gouverneurs, il y avait une petite phrase qui disait « Il faut regarder sur un pied d'égalité, hein, ce qui se passe sur les salaires et sur les profits ». Ce qui est même assez inhabituel. L'agence Reuters a dévoilé des graphiques qui ont été montrés, enfin des chiffres qui ont été montrés lors de cette réunion du Conseil des gouverneurs, où on voit que si on prend de début 2021 à l'automne 2022, eh bien la hausse des profits explique 2 fois plus la hausse des prix que la hausse des salaires. Et donc, alors on pourrait se dire c'était un phénomène de rattrapage classique. Il y a tout un débat actuellement très intéressant qui mérite d'être mené sur est-ce que c'est du rattrapage ou est-ce qu'on va au-delà, auquel cas ça pourrait devenir parfois même abusif. Pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment. À qui profitent ces profits ces surcroît de profits ils profitent aux actionnaires. Hein. Je crois il y a une des dernières entreprises du CAC 40 qui a publié ses profits ce matin, je crois. C'est Thales. Voilà. Donc on sait que la masse des profits du CAC 40, ça va être autour de 140 milliards d'euros. C'était 160 milliards l'an dernier. Donc ça a baissé un petit peu, mais ça a baissé beaucoup moins que ce qu'on pouvait anticiper. Cet argent, il va où il va. On a des hausses sensibles de dividendes, on a des hausses sensibles, enfin, on a aussi des niveaux extrêmement élevés de rachat d'actions. Rachat d'actions, c'est des entreprises qui redistribuent de l'argent à leurs actionnaires. Donc on a même une idée assez précise de où va cet argent. On a déjà connu ça, Jean-Marc, historiquement, l'inflation donc par les profits. Oui et non. L'inflation des profits ou par les profits ? L'inflation par les profits, comme il y a l'inflation par les salaires, il y a l'inflation par les profits. Oui et non. Dans les années 1970, c'était clairement les salaires hein, qui avaient enclenché la spirale revenu-prix. Et la situation qu'on voit actuellement, on n'a pas de référence dans le passé évidente. En même temps, l'inflation, c'est toujours un conflit de répartition. C'est toujours une bataille pour l'argent. On se bat pour l'inflation, pour compenser les hausses de prix. Dans les années 1970, donc c'est les salaires qui avaient pris, qu'est-ce qui se passe là hein ? On a une très forte hausse de la facture qu'on doit payer à l'étranger. Hein. Pour la France, pour l'an dernier, c'est entre 60 et 80 milliards d'euros supplémentaires qu'il faut payer à l'étranger pour les biens qu'on importe. Voilà, hein, pour payer notre pétrole, nos engrais, etc. Donc ça, cet argent-là, il faut payer. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on partage cette surfacture à payer à l'étranger ? Qui va payer ? Alors, il y a de la dette publique, ok, mais ensuite, il y a un débat qui est un débat tout à fait légitime hein, au sein de chaque entreprise, au sein de chaque secteur, pour savoir quelle est la part que doivent prendre les salariés, quelle est la part que doit prendre l'entreprise et donc ses actionnaires. Ce partage-là est un partage qui est tout à fait légitime. Il est chamboulé fortement par la hausse
hausse des prix et c'est tout à fait normal. Ouais. Avant de se quitter, juste Jean-Marc, cette troisième vague d'inflation vient donc en plus des deux premières. On est à 8 et quelques d'inflation en zone euro. Ça veut dire que la désinflation tant attendue n'arrivera pas, en tout cas pas aussi vite qu'on l'espère. Et question connexe, que fait la police, que fait la Banque Centrale Européenne? C'est un casse-tête de plus pour la BCE. Alors, ça veut dire clairement que, effectivement, le repli, on va peut-être franchir le pic dans les prochains mois, mais que le repli sera plus lent que ce qui a été anticipé par beaucoup d'observateurs. Le deuxième point, oui, pour la Banque centrale, c'est un vrai défi parce que quand vous tapez, quand vous relevez les taux d'intérêt, vous freinez la demande. Donc, vous freinez la demande, ça freine les revendications salariales très vite. Les profits, c'est beaucoup moins sûr, c'est beaucoup moins direct et donc ça nécessite peut-être d'autres outils que la pure politique monétaire pour calmer cette inflation-là. Voilà, l'inflation n'a pas fini d'en parler. Peut-être désormais tirée par les profits. Point de vue signé Jean-Marc Vittori pour Les Échos. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci à vous. Salut.